Voilà, le Handi Régional Tour est à Berck-sur-Mer. On a de la chance, il fait beau. Et nous avons donc décidé de passer cette semaine ici, au centre La Molière. Alors, le centre La Molière appartient à un groupe qu'on appelle le groupe UGCAM. On va vous en dire plus dans quelques instants. Déjà, je vais vous présenter nos deux invités. On a donc Madame la directrice déléguée du groupe UGCAM Hauts-de-France, Madame Cécilia Vasquen. Voilà, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein du groupe. Et avec vous, donc, Monsieur Roma, que nous aurons tout à l'heure en entretien et qui nous parlera de son dispositif d'IDEP. Nous aurons également Monsieur Pechon qui viendra nous rejoindre. Et avec lui, on parlera de ces deux établissements dans la banlieue d'Arras, à Sainte-Catherine très précisément, puisqu'il a un femme et un foyer de vie dont il viendra nous parler. Mais juste avant de vous laisser la parole, j'aimerais qu'on puisse partir en images, faire un petit peu la découverte de l'UGCAM pour ceux qui ne connaissent pas encore. Ils ont eu à cœur de se concentrer sur le patient et la personne accompagnée. Et pour ça, je veux les en remercier vraiment très sincèrement. On a pu constater une véritable mobilisation collective dans la gestion de la crise Covid, à la fois dans les établissements, mais aussi dans les sièges des UGCAM régionales et au sein de la direction nationale du groupe. La force de cette UGCAM, c'est de savoir que nous pouvons tous être solidaires, les établissements entre nous. La force du groupe se trouve dans cette valeur de solidarité. Et je dois dire que le lien que nous avons eu, même s'il était par visio, avec l'ensemble des établissements de France du groupe UGCAM, nous a fortement aidés sur les idées, sur l'innovation qui s'est créée de ci, de là, et qui nous ont donné des exemples à suivre, notamment sur des publics lourdement handicapés qui nécessitaient, je dirais, un investissement beaucoup plus important que les publics classiques ordinaires accueillis jusqu'alors. Je crois qu'en travaillant pour le groupe UGCAM et en travaillant dans le domaine de la santé, on doit partager des valeurs profondes, d'aider, d'appuyer, de créer des structures qui vont permettre à des citoyens, à des assurés, à des patients d'être pris en charge correctement dans nos différents établissements, qu'ils soient sanitaires et médico-sociaux. Notre institution nous permet d'appréhender le séjour du patient, mais aussi son avenir, se soucier de son retour à domicile, se soucier de son intégration dans son milieu familial, social et professionnel. Nous essayons de donner un sens à toutes ces valeurs dans la prise en charge de nos patients. On a à cœur d'apporter le maximum de services aux patients et la meilleure prise en charge possible. Appartenant au groupe UGCAM et portant les valeurs du groupe UGCAM, il est important de pouvoir s'adapter et répondre au mieux aux besoins du patient. Je pense que nous avons réussi à faire la preuve de la solidité de notre groupe et de notre capacité à nous mobiliser autour d'un objectif commun, le patient, la personne accompagnée. Et cela augure de manière extrêmement positive sur notre capacité d'avancer vers l'avenir ensemble pour le groupe UGCAM. Madame
Madame Weisken, on a vu donc l'UGCAM est représenté sur l'ensemble du territoire national. Vous, en fait, vous représentez l'UGCAM pour les Hauts-de-France. Vous pouvez nous présenter un petit peu les dispositifs, puisque vous avez plusieurs établissements en Hauts-de-France? Oui, tout à fait. Donc nous sommes un groupe de l'assurance maladie. Donc le groupe UGCAM, c'est un groupe privé à but non lucratif. Donc nous portons vraiment des valeurs de solidarité, d'universalité et d'accessibilité pour toutes les personnes que nous accompagnons. Donc le groupe fait partie, le groupe Hauts-de-France fait partie des 13 UGCAM du niveau national. Au niveau national, nous avons surtout des établissements de soins de suite et de réadaptation. Au niveau des soins de suite, nous opérons, nous sommes le premier opérateur, voire le deuxième à ex-aequo avec la Croix-Rouge. Donc nous sommes un opérateur très important au niveau national, mais aussi au niveau régional pour les soins de suite. Nous opérons également dans le champ du handicap, avec l'accompagnement des personnes en situation de handicap, donc depuis l'enfance jusqu'au secteur adulte. Et nous avons également dans le groupe au niveau national 11 EHPAD. Donc nous accompagnons également en fait les personnes âgées. Alors, pour les Hauts-de-France, le groupe UGCAM Hauts-de-France est dirigé par Christine Wendling-Bocquet, qui est directrice générale. Nous avons 19 établissements et services qui sont répartis sur tous les départements des Hauts-de-France. Nous avons donc 2 branches, la branche sanitaire avec 4 établissements sanitaires. Donc, nous opérons principalement des soins de suite, pour les personnes qui ont eu des accidents de la vie, tout simplement, qui sont vraiment en réadaptation, en rééducation. On les trouve où, ces centres? On les trouve où? Alors, on trouve un centre à Beauvais, qui fait de l'hospitalisation complète et de l'hospitalisation de jour. Un centre à Valenciennes, qui fait de l'hospitalisation de jour et qui travaille avec le centre hospitalier. Un centre à Sainte-Catherine, qui est un établissement psychiatrique. Nous accompagnons des personnes qui sortent de psychiatrie. Et un centre à Lens, plus particulièrement à Vendin, qui en fait prend en charge surtout des enfants, des adolescents et de jeunes adultes qui sont en situation de polypathologie. D'accord. Donc ça, c'est pour la branche sanitaire. Et puis pour la branche médico-sociale, alors l'UGCAM Hauts-de-France, c'est principalement une UGCAM médico-sociale. Nous accompagnons tout type de public, des enfants, des adultes, porteurs ou pas de déficience intellectuelle. Nous réaccompagnons aussi certains adultes dans l'emploi. C'est le cas ici à la Molière, mais c'est également le cas au centre lillois, qui est un centre de réadaptation professionnelle. Nous accompagnons aussi des personnes qui sont en situation de déficience intellectuelle avec ou sans pathologie associée. Donc c'est le cas de la masse les Éliantes à Vendin. C'est le cas également de la Juvénerie. On verra tout à l'heure avec son directeur, Monsieur Péchon. Et donc nous avons également 4 EHPAD. Un petit EHPAD dans la Somme et 3 EHPAD sur l'agglomération lilloise. Et là, on accompagne vraiment des personnes âgées de plus de 85 ans en général qui ont des pathologies ou une dépendance qui fait que malheureusement, ils ne peuvent pas rester à domicile. Alors pourquoi avoir justement créé, j'allais dire, cet ensemble d'activités UGCAM alors qu'il existe déjà des établissements? Il manquait quelque chose. Vous êtes venu justement apporter le dernier maillon à une chaîne? Alors c'est vrai que c'est une histoire qui date du siècle dernier en fin de compte, puisque c'est assez peu connu, mais l'assurance maladie, quand elle s'est créée au sortir de la guerre en 1946, la branche CPAM a été créée, mais il y a eu aussi une filière établissement qui a été créée pour répondre aux besoins d'après-guerre. D'accord. Voilà, donc c'est à ce moment-là que les établissements ont été créés, ont été repris par la sécurité sociale. D'accord. Et donc à l'époque et jusqu'en 2000, on va dire, les établissements étaient gérés soit par des CARSAT, soit par des caisses primaires, voilà. Et c'est avec les ordonnances Juppé que les UGCAM ont été créés. Donc on a sorti la gestion des établissements des caisses primaires. Le milieu des années 90. Quoi. Absolument. D'accord. Voilà, donc nous sommes très fiers de travailler pour l'assurance maladie, pour le groupe UGCAM, parce qu'on défend vraiment ces valeurs de solidarité, d'accessibilité
pour tous, accompagnement pour tous, qu'on soit en situation de handicap ou qu'on ait eu un accident de la vie, par exemple un AVC, un accident de voiture, voilà, les personnes sont accompagnées. Et je dois dire que les professionnels au sein du groupe, alors on a 1300 salariés quand même au sein du groupe Hauts-de-France, et nos professionnels à qui je tiens à rendre hommage via cette émission, ils sont vraiment, on a de la pluridisciplinarité qui fait qu'on essaye vraiment d'accompagner les personnes dans tout le spectre de leurs problématiques, on va dire. D'accord. Eh bien, vous nous disiez tout à l'heure que vous preniez en charge tous les âges, donc y compris les enfants. Et c'est la transition qui va être faite avec Monsieur Pierre Roma. Monsieur Roma, merci déjà de répondre à cet entretien. Et j'aimerais que vous puissiez justement nous parler de votre dispositif, le DITEP. Tout à fait. Alors nous sommes le DITEP, le dispositif intégré thérapeutique, éducatif et pédagogique du groupe UGCAM Hauts-de-France. Nous accueillons des enfants qui ont une notification MDPH, troubles du comportement. Alors c'est des enfants qui sont en majorité TDAH, donc troubles de l'attention avec hyperactivité, et qui ont des troubles associés, donc des troubles neurodéveloppementaux, mais également des troubles de la conduite. On a des autistes ? Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question-là. On va dire qu'on pourrait avoir des enfants, mais qui seraient plutôt TSA très modérés. D'accord. On va plutôt avoir des enfants qui sont troubles oppositionnels avec provocation, des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et donc des troubles de l'apprentissage, notamment les troubles 10, la dyslexie, dysgraphie, et on retrouve aussi tout ce qui est troubles anxieux. Donc chez vous, ces enfants sont accompagnés jusqu'à quel âge ? 18 ans, 20 ans ? Alors chez nous, on a un agrément de 3 à 20 ans. Il faut savoir qu'on est organisé en unités géographiques, donc qui sont réparties sur le territoire et qui nous permettent d'être un véritable dispositif. C'est-à-dire qu'auparavant, on était une entité ITEP et une entité CESAD. Aujourd'hui, on est un dispositif ITEP, ce qui permet d'accompagner les enfants aussi bien sur les modalités classiques de l'ITEP qui sont avant on appelait ça l'internat, le semi-internat, et la modalité ambulatoire qui est le CESAD. Aujourd'hui, d'être en dispositif et d'être organisé en répartition géographique, ça nous permet de pouvoir nous adapter aux besoins de l'enfant. Alors, est-ce que le fait d'avoir rassemblé ces deux structures permet justement de les sortir plus tôt du milieu protégé, entre guillemets, vraiment je mets les guillemets, Alors de les sortir plus tôt, je ne pourrais pas forcément vous dire ça, mais ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans l'inclusion. Il faut savoir que l'objectif du DITEP, c'est l'inclusion scolaire, l'inclusion sociale et l'inclusion citoyenne. Le fait de pouvoir moduler et d'avoir une souplesse d'organisation, ça nous permet vraiment de pouvoir répondre le plus finement, parce qu'on a quand même un public qui a un éventail assez large de troubles. Ça nous permet d'être beaucoup plus fin dans le diagnostic et d'être beaucoup plus fin dans les modalités d'accompagnement qu'on fait auprès de ces jeunes. Alors justement, puisque vous me parlez de diagnostic, est-ce que ça vous permet de les diagnostiquer plus tôt ? Alors ça, c'est le rôle de la MDPH. Souvent, c'est des enfants qui sont diagnostiqués, qui sont envoyés par l'école et qui sont vus par des psychologues scolaires et qui derrière vont passer des tests et qui vont être envoyés du coup par la MDPH à nos services. Il faut savoir que nous, on essaye de mettre en place des pôles de scolarisation, ce qui nous permet d'être présents dans les écoles. On a une fonction d'appui ressources qui nous permet d'expliquer, de présenter les troubles auprès des différents établissements scolaires, ce qui leur permet de mieux appréhender et de mieux dépister. C'est vraiment le dépistage précoce. Et est-ce que véritablement les enseignants sont prêts ? Est-ce qu'ils sont prêts à accueillir justement ce type d'inclusion ? Alors, c'est aussi pour ça qu'on monte des pôles de scolarisation. Nous, on est de plus en plus hors les murs, c'est-à-dire que nous, on assure une présence dans les milieux scolaires, mais pas seulement, dans tous les lieux de vie. On va assurer une présence dans des centres aérés, par exemple, pour que les enfants puissent être totalement inclus dans le milieu ordinaire. Mais vous baignez dedans, c'est-à-dire que vous les accompagnez déjà, vous connaissez leurs troubles, vous connaissez justement les réactions qu'ils peuvent avoir, mais est-ce que les enseignants sont véritablement formés pour ça ? Ça fait partie de nos missions. Aujourd'hui, ça fait partie des missions qui sont développées. Donc vous les formez vous également ?
Ou en tout cas, vous les sensibilisez. En tout cas, c'est une sensibilisation, ce qui va permettre de savoir aussi comment interagir avec ces enfants-là. Il faut savoir que pour tous les enfants qu'on accompagne, on assure la médiation entre les parents et l'école, ce qui permet aussi d'avoir des points toutes les 2 semaines avec les enseignants de tous les enfants qu'on accueille, ce qui permet aussi d'adapter et d'apporter des réponses. On a un rôle d'expertise dans les troubles du comportement. Et justement, vos réponses, elles sont de plus en plus positives? On essaye. Non, mais on essaye. Aujourd'hui, les retours sont là, quoi. Il y a quand même une sacrée évolution. Entre 2011 et aujourd'hui, par exemple, on est quand même véritablement dans un dispositif d'inclusion. C'est aujourd'hui beaucoup plus facile d'inclure un enfant dans le milieu scolaire qu'auparavant. En tout cas, je vous tire mon chapeau parce que véritablement, on a besoin de plus en plus de gens comme vous. Parce que, premièrement, parce qu'il faut aller sensibiliser à l'extérieur, et c'est pour ça que j'ai appuyé un petit peu sur l'éducation nationale. Et c'est pas une attaque, hein, loin de là, mais c'est vrai qu'on leur demande parfois d'inclure des personnes en situation de handicap dans leur classe, alors qu'ils n'y sont pas préparés. Et heureusement, aujourd'hui, il y a des structures et des gens comme vous, donc félicitations. Et deuxièmement, c'est en allant justement dans le milieu ordinaire qu'on va faire changer les mentalités et changer les regards. C'est le rôle de cette chaîne, c'est votre rôle à vous, c'est votre volonté. Et en fait, je crois que c'est notre politique commune de vouloir en fait faire changer le regard sur le handicap et de faire en sorte que les personnes en situation de handicap trouvent leur place là où elles doivent être, c'est-à-dire dans notre société. Merci Monsieur Roma de votre témoignage. On se retrouve nous dans quelques secondes avec un autre invité, c'est Monsieur Pechon. Il est directeur donc de la Juvénerie à Sainte-Catherine, les Arras, même si ils n'aiment pas qu'on rajoute le mot les Arras. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme. Donc Monsieur Pechon, on disait surtout ne pas appeler Sainte-Catherine les Arras, c'est Sainte-Catherine. Point. Voilà. Tout à fait. Mais on a resitué géographiquement où se trouvait Sainte-Catherine. Alors, Monsieur Pechon, vous êtes le directeur de la Juvénerie. Vous avez 2 établissements, c'est bien ça? Vous avez oui, donc un site sur la Juvénerie à Sainte-Catherine qui regroupe un foyer de vie pour 76 personnes et un foyer d'accueil médicalisé pour 48 personnes. Donc un site exceptionnel, 5 hectares, avec effectivement un environnement favorable. On peut se réjouir aussi effectivement de cette commune de Sainte-Catherine qui est vraiment soutenante. On échange régulièrement avec les différents services de la mairie notamment. Vraiment un site exceptionnel. Alors, comment ça se passe au niveau justement des prises en charge chez vous? C'est pareil, ce sont des gens qui vous ont été, enfin des usagers qui vous ont été orientés, ou c'est déjà des gens qui étaient dans le parcours UGCAM et qui à un certain moment disent bon, voilà, est-ce qu'on peut les héberger? Bah oui, on a de la place chez nous, bah ok, très bien, vous allez partir à Sainte-Catherine. C'est un petit peu comme ça que ça se passe? Bien, Cécilia Vasquen précisait tout à l'heure que des établissements se sont construits de par l'histoire. C'est effectivement ce qui s'est passé pour la Juvénerie en 1972, un établissement qui se crée à destination des enfants, dans un premier temps. Enfants principalement placés à l'ASE, aide sociale à l'enfance, et puis avec une légère déficience intellectuelle. Et puis les enfants avançant en âge, à l'âge adulte, l'établissement crée en fait un agrément spécifique d'un FAS, et puis ensuite une évolution vers un foyer de vie. Et donc la déficience intellectuelle prime effectivement sur le placement. Et puis après on a l'organisation et la structuration de la Cotorep historiquement, et aujourd'hui de la MDPH, avec des orientations. On a des personnes aujourd'hui qui sont accueillies sur l'établissement de la Juvénerie depuis une bonne 40aine d'années. Et c'est un lieu de vie avant tout. Et puis un lieu de parcours de vie également. Et puis au fil du temps, en 2013, la création du foyer d'accueil médicalisé. Et puis bien sûr un basculement parfois lié à la dépendance de la personne, d'un foyer de vie vers le foyer d'accueil médicalisé. Et puis des entrées, avec des notifications d'entrée délivrées par la CDAPH vers une orientation foyer de vie ou foyer d'accueil médicalisé. D'accord. Et comment ils sont occupés en journée alors ?
Il y en a qui travaillent oui. Là, pour des orientations de personnes qui sont en foyer de vie ou au foyer d'accueil médicalisé, on n'a pas du tout la notion de travail. D'accord. Certaines personnes ont travaillé dans le milieu protégé, en entreprise adaptée ou en ESAT, mais de par les parcours individualisés, l'orientation a été faite naturellement vers un foyer de vie. Pour ces personnes, effectivement, elles ont besoin d'un besoin nécessaire dans tous les actes de la vie quotidienne. Tant sur des actes simples liés à la toilette, à l'habillement, mais aussi bien évidemment dans les activités. Donc il y a un panel d'activités proposées, activités qui vont être à la fois sur du loisir, de la culture, du sport, des activités qui vont être dans le maintien des acquis, nécessairement et prioritairement, avec aussi une équipe pluridisciplinaire, donc à la fois des staffs d'aide médico-psychologique, d'aide soignants, d'éducateurs spécialisés, des staffs paramédicaux, avec un appui spécifique au niveau des infirmiers, avec kinésithérapie, ergothérapeute, psychomotriciens, médecins également, qui vont être dans l'étayage au niveau de la personne, tant sur les problématiques de santé, mais aussi sur les problématiques de vie, à la vie à la société également, et à la vie sociale également. Alors c'est vrai que le groupe a aussi lancé dernièrement une stratégie sur ce qu'on va appeler l'autodétermination et le virage inclusif. On s'oriente vraiment sur ce pouvoir d'agir pour la personne en situation de handicap, et qui va impacter bien évidemment aujourd'hui nos personnes accueillies, principalement les familles également qu'on associe dans la démarche, et puis nos professionnels au quotidien. Bien sûr. Merci de votre témoignage. Alors, on va terminer cette émission avec vous, Madame Wecken. Qu'est-ce que vous seriez le plus fier en ce qui concerne justement l'UGCAM Hauts-de-France? C'est de quoi vous pourriez être le plus fier? Je pense que... Alors moi, je travaille à l'UGCAM Hauts-de-France depuis 5 ans. Je pense que c'est le travail d'équipe, en fait. Le travail d'équipe que je vois sur chacun des sites. Voilà, les compétences de chacun qui sont mises en synergie, en fait, pour accompagner les personnes. Ça, j'en suis très fière, et je pense que les équipes en sont elles-mêmes d'ailleurs les premières à être fières. Et puis, c'est notre capacité, enfin en tout cas la capacité des équipes à évoluer, parce que le secteur du médico-social est un secteur très évolutif, et je crois que depuis de nombreuses années, les équipes ont vraiment démontré leur capacité à évoluer, à réapprendre aussi leur métier, et puis à adapter leur accompagnement aux besoins des personnes. Voilà, bien, eh bien, écoutez, je vous remercie. Très heureux d'avoir pu passer cette première journée en votre compagnie. On restera ici à la Molière toute la semaine. Donc demain, nous traiterons justement du centre de rééducation professionnelle dans lequel nous sommes. On vous remercie, vous, l'UGCAM, de nous avoir permis de venir nous installer à Berck aujourd'hui. On remercie également nos partenaires, la région Hauts-de-France, bien entendu, et puis l'AGFIP Hauts-de-France. Merci aux équipes d'Handicap TV. Et je donne rendez-vous demain. Première région automobile. Première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.